Bonjour, Bonjour, je suis avec Sabrina je suis avec Walid. et bienvenue sur Nouvel An TV, le média qui donne la parole à la ville. On se retrouve pour notre première émission. Ici, notre objectif, c'est de traiter des sujets d'actualité et d'inspirer la jeunesse avec des parcours de réussite variés. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de retracer le parcours prestigieux d'un député de la France insoumise et président de Sainte-Saint-Denis au cœur. Et surtout, de la voix des villes populaires, Ali Diouara. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Ali? Ça va, ça peut aller, pour l'instant. En tout cas, c'est un honneur pour nous de t'avoir avec nous. Honneur partagé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, des petites questions un peu basiques. Est-ce que tu peux nous retracer ton parcours du jeune Ali quand il était plus petit et son enfance à La Courneuve? Le jeune, déjà, merci. Merci pour l'invitation. Franchement, ça fait plaisir, puisque je pense que des podcasts comme ça permettent de vulgariser justement la vie publique. Et j'espère que au-delà des vues, ça touchera pas mal de monde et que beaucoup de jeunes et même moins jeunes dans nos quartiers populaires décideront de s'intéresser un peu plus à la chose publique et à la politique. Et pour mon parcours, donc Ali Djouara, donc 38 ans, je suis né et j'ai vécu toute ma vie quasiment à La Courneuve, dans une ville populaire, dans une cité populaire, la cité des 4000. Donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, quasiment, du moins, en tout cas jusqu'au collège. Et ensuite au lycée, j'ai été à Aubervilliers, au lycée Henri Vallon, dans lequel j'ai passé un bac ES que j'ai royalement loupé au début. Et ensuite, j'ai été au lycée Le Corbusier, j'aurais passé mon bac que j'ai obtenu. Par la suite, je me suis orienté vers un DUT, technique de commercialisation, je crois. J'ai pas été, je n'ai même pas été. Ensuite, un BTS communication des entreprises, aussi, j'ai lâché l'affaire. Par la suite, réorienté encore en sociologie politique, puis en sciences de l'éducation. Et, et ensuite en master, et j'ai décidé de travailler pour être éducateur spécialisé et par la suite un parcours dans le service public territorial, donc dans des communes à La Courneuve, à Bobigny, à Drancy. Et puis voilà pour le parcours scolaire, on va dire. Ok, donc quand même un parcours de réussite qui est quand même semé d'embûches. Comment est-ce que, en tant qu'aujourd'hui Ali Douara, comment on se construit en venant de la Courneuve, de la cité des 4000? C'était quoi un peu le climat quand tu as grandi? Après, je ne sais pas si c'est un parcours de réussite, je dirais plus que c'est un parcours qui est censé être ordinaire. Voilà, on va à l'école, et on suit un cheminement tout à fait normal, comme un mec des Vosges, et c'est tout. Donc après c'est une question d'opportunité, mais après, voilà, il y a des obstacles, il y a des embûches sur ce parcours-là, et c'est lié à, j'ai envie de dire, un peu à notre condition sociale, à notre environnement social. Encore récemment, je traitais du contrôle au faciès, etc. Donc c'est des réalités qu'on vit. Je pense que quand on veut, on peut, mais il faut vouloir beaucoup plus que les autres. Et on sera toujours un peu confronté aux mêmes difficultés. Là, on revient d'une visite de l'Assemblée nationale. On a toujours les mêmes stéréotypes, clichés qui s'abattent sur nous. Et quand bien même on est aujourd'hui député, hein, j'ai fait une visite, on est parti prendre un café à la suite de cette visite avec toutes les personnes qui nous accompagnaient et qui ont été nos invités aujourd'hui. Et à la fin au moment où je suis parti payer, on m'a demandé si j'étais bien éducateur, moniteur, éducateur ou je sais pas quoi. Ok, Voilà, donc donc c'est comme ça. Donc on fait avec et on avance. Tu as parlé du métier d'éducateur spécialisé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Est-ce que c'était peut-être autour de toi, tu as senti un besoin de la part des habitants ou... Non, disons que le besoin, oui, on l'a parce que pendant très longtemps, et je le suis encore aujourd'hui, j'ai été militant associatif, bénévole, au sein d'une association depuis 2004 qui s'appelle Action de solidarité pour l'autonomie durable, donc association Assad, dans laquelle je milite, qui accueille quasiment 200 gamins de la grande section maternelle à la terminale. Et forcément, j'ai voulu mettre en adéquation, j'ai envie de dire, un peu mon engagement associatif avec mes études, et je me suis dit vraiment que j'allais m'orienter vers ça. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé un peu ma vocation, et c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers ces études de sciences de l'éducation. En gros, j'apprenais la théorie à la fac et je la mettais en pratique dans mon engagement associatif de quotidien, et je passais vraiment beaucoup, beaucoup de temps dans cette association-là, de sorte aussi à la développer, à la pérenniser en quelque sorte. Et donc voilà, c'est ce qui m'a
poussé à faire ses études pour les mettre en adéquation avec cet engagement. Et l'engagement, bah, j'ai envie de dire, quand on est dans les quartiers populaires, forcément, c'est des lieux où on a... je ne sais plus si c'est Orwell qui disait ça, qui disait nous sommes tous égaux, certains plus que d'autres. Mhm. Donc chez nous, c'est un peu plus... voilà, il faut s'engager davantage. Ok. Donc forcément, dans un environnement social où tu as à la fois des gens qui... et beaucoup de personnes qui malheureusement bénéficient de minima sociaux ou vivent sous le seuil de pauvreté, etc. Forcément, on voit les choses un peu différemment. Et je pense que le devoir d'un certain nombre de personnes, c'est justement de s'engager dans ça et de concourir à, c'est peut-être un peu utopique, mais à l'établissement d'une société un peu plus juste. Et c'est ce à quoi j'essaie de m'atteler, tout en sachant que en faisant ça, bah, franchement, ça va pas forcément toujours Oui, plaire bien à sûr. tout le monde. Et il faut se battre après. Il faut se battre contre les dinosaures, c'est comme ça. Pour revenir à ce que tu disais sur ta vocation, pardon. En 2021, tu nous as dit lors de l'élection départementale, on n'a pas vocation de faire des carrières politiques, c'est pas l'objectif, mais si on doit le faire par défaut, on le fera. Pour revenir sur ce que tu disais en matière de motivation, de réalité du terrain, qu'est-ce qui a fait que pour toi, est-ce que ça a été une évidence de te diriger vers la politique? Est-ce que ça a été une motivation qui est un peu plus, qui a plus de fuel que les autres? Bah, disons que par rapport à ce que tu cites, c'était, je crois, dans un article du Bondi Blog à l'époque, Mhm. où je disais ça. Et en fait, je disais, avant ça, je disais qu'on allait faire un rappel à l'ordre aux politiques. C'est-à-dire que quand on a créé notamment la Seine-Saint-Denis au cœur, l'idée pour nous, c'était de remettre au centre du débat public et politique les habitants. Finalement, quand on entre en politique, on se rend vite compte que gauche et droite, localement, ça veut peut-être, même au niveau de l'Assemblée nationale, parfois ça veut aussi rien dire. Aujourd'hui, dans le combat politique, notamment localement, finalement, les habitants, ils existent qu'au moment des élections. Mais tout au long d'un mandat, on n'en a strictement rien à faire de leur existence. Et j'ai envie de dire que même le politique, justement, dans sa posture parfois d'élu local avec un vrai pouvoir ou d'un élu national type député, etc., les conditions d'exercice du mandat font qu'il l'éloigne justement du peuple. Moi, je suis député aujourd'hui et je vois beaucoup de mes collègues, en fait, ils n'ont aucun rapport au peuple. Et c'est même parfois le cas dans des services publics, même de proximité. Vous allez voir un certain nombre de services, état civil, etc. Les gens, vous allez les voir, en fait, ils ont peur de voir les gens, ils ont une phobie des gens. Et il est là le problème. Donc, en fait, mon objectif et notre objectif à ce moment-là, c'était à la fois de vulgariser la vie publique et politique et aussi remettre les citoyens au centre du débat public et politique, au centre du champ décisionnel, vraiment du champ décisionnel qu'on leur refusait. Parce qu'on nous réunit souvent dans des réunions, dans des lieux où on parle de démocratie participative, venez à tel ou tel endroit, donnez votre avis, etc. Mais tout ça, c'est du vent en réalité. En réalité, ce qui prime notamment dans les municipalités, c'est la gestion des affaires et des marchés Ouais. publics. C'est ça le plus important. Les gens... Il y a une formule de Mohamed Niabali, qui est maire de l'île Saint-Denis, qui souvent en campagne dit les gens avant l'argent. Et moi, je dis souvent que le temps administratif des affaires et de tout, de la gestion des affaires et de la gestion d'une commune, n'est pas le temps de ceux qui ont faim. Euh, et il est là le problème. Et plus vous mettez des personnes à des postes à responsabilité qui sont très éloignés de la réalité de la vie des gens, plus c'est compliqué à faire entendre un certain nombre de doléances légitimes de cette même population. Et c'est la raison pour laquelle je considère que malheureusement par défaut, ce n'était pas le chemin que je souhaitais emprunter, et encore moins celui de la députation. Mais parfois, il faut les choquer pour que ça bouge. Moi, j'ai une autre citation. On va beaucoup te citer aujourd'hui. On ne cherche pas à avoir le pouvoir, mais on cherche à poser des questions et jouer notre rôle de vigilance en tant que citoyen. Là, je suppose que tu parles un peu du travail de terrain, entre guillemets. Tu parlais du peuple. Est-ce que tu as une manière de parler différente ou est-ce qu'il y a une pédagogie peut-être avec les gens de la Courneuve ou de ta circonscription aujourd'hui pour vulgariser la politique aujourd'hui? Pas forcément un public jeune, mais même avec les parents aujourd'hui qui ne comprennent pas forcément l'univers de la politique. Non, moi je pense que déjà, parler aux gens avec le langage qu'ils comprennent, je pense que déjà c'est important.
Euh, c'est ce que fait très bien, par exemple, Mélenchon, Oui. mais ça clive, mais c'est ce qu'il fait aussi très bien. Mais de l'autre côté, en fait, il n'y a pas besoin de... Moi, j'invente pas l'eau chaude quand je m'exprime. On vit dans les mêmes quartiers, on a vécu les mêmes choses, on a joué au foot dans les mêmes endroits. Et finalement, les gens, je pense qu'ils ont quand même besoin d'avoir une réelle représentation, euh, de s'identifier à des gens. Euh, Tout à l'heure, je disais encore que aujourd'hui, on a 12 députés, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Et sur ces 12 députés, je suis le seul qui est né là-bas. Oui, c'est vrai que. Et moi, je trouve que c'est problématique. Et les gens, c'est pas une question de discours, c'est une question de représentation, de véritablement un vrai vécu. Je ne crois pas aujourd'hui que tu puisses, quand bien même tu es Ali Douara, du Nouveau Front Populaire, France Insoumise, tout ce que tu veux, je ne pense pas qu'on puisse me parachuter dans les Vosges. Voilà. Pourquoi ce qu'on ne peut pas faire avec moi en me catapultant dans les Vosges, on le fait par contre avec d'autres en les mettant en Seine-Saint-Denis? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui légitime cela? Moi, je trouve que c'est pas normal. Et à un moment donné, les femmes et les hommes des quartiers populaires, jeunes ou moins jeunes, aspirent, je pense, à cette juste représentation de gens qui finalement ont eu ce vécu, ces problématiques, aussi ces réussites. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un parcours ordinaire, finalement. C'est pas forcément de la réussite. L'extrême majorité des gens qui vivent dans les quartiers populaires réussissent. Sinon, on ne serait pas là en train de faire ce podcast-là, je pense. Et on a tous des parcours, je parlais de licence de droit, Infocom et ainsi de suite. On a tous des parcours avec, j'ai envie de dire, un peu une certaine forme de similitude. On a envie de faire des choses, on a envie de réussir. Mais c'est censé être la règle. On n'a même pas à se le dire, en fait. C'est censé être inconscient. Et aujourd'hui, en fait, quand quelqu'un sort un peu euh, du... devient, par exemple, député, en l'occurrence, et vraiment en toute humilité, la dernière fois, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que tu ne considères pas être un peu une anomalie? Mais non, l'anomalie, c'est le fait de ne pas y être. C'est le fait qu'on ne soit pas assez. C'est le fait d'être le seul natif de la Seine-Saint-Denis qui est député de la Seine-Saint-Denis. Elle est là, l'anomalie. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, vous avez un certain nombre de maires qui ont un accent du Sud. Il n'y a pas de problème. Shootez-moi à Il n'y a, y Montreuil, a- c'est y là, a pas c'est de ça. problème. Mais pourquoi? C'est quand même le département le plus peuplé d'Île-de-France, sans compter Paris. Pourquoi? Pourquoi? On a parlé de mobilité sociale. Pour ça, un certain nombre d'entre nous, on est des transfuges de classe aussi. Mon père était ouvrier, charisme manutentionnaire. Euh, Rien ne présageait à ce que je sois député à la fin, ou même que j'aille en licence et tout ce qu'on veut, parce que la reproduction sociale, etc. Mais maintenant qu'on a réussi à atteindre ce niveau-là, etc., finalement, pour s'asseoir à certaines places, on nous dit, bah non, en fait, ça, c'est la place à Timothée. Bah non, Timothée, vous m'avez compris, hein. Oui, Voilà. Moi, je pense que Mamadou peut y être. c'est ça. Et Voilà. c'est pas faute de candidat en plus. C'est vraiment que ces places-là, elles sont réservées pour. Bah, en fait, je pense que c'est quand même aussi parfois faute de candidats parce qu'on nous a mis dans un monde dans lequel, en fait, ça, on n'y a vraiment pas accès. Ça veut dire que on a créé chez nous un désintérêt pour cette chose-là. Voilà, on a vraiment créé un désintérêt pour la chose publique et politique, voire même un désamour. Avoir peur et dire eh, ils sont tous les mêmes, ils sont ceci, ils sont cela, c'est un sale monde, c'est ceci et cela. Ok, mais pourquoi eux ils sont? Si c'est tellement un sale monde, pourquoi ils se battent autant pour avoir cette place-là? Moi je pense que quand on se bat autour ou qu'on course un gibier, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant là-bas. Et je le vois, hein. Je Bah, le c'est vois sûr. là-bas. Et puis, j'ai l'impression que c'est un peu aussi fait exprès. Clairement. Qu'on nous fait croire que la politique, c'est quelque chose de compliqué, que ah, ça devient trop politique, c'est quelque chose de politique. Tout de suite, c'est péjoratif comme Tout- mot. à mon sens, tout est politique. Tout est Tout ce qu'on politique. fait, tout ce qu'on fait au quotidien. Tout est politique. La politique, c'est la chose publique, c'est la gestion des affaires, c'est les relations humaines, c'est tout ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard pour devenir qui que ce soit, en fait, en politique. On a même des délinquants en politique qui portent actuellement même des bracelets. La politique, c'est l'affaire de tous. Et comme j'aime à dire, ou du moins j'aime à rappeler, c'est soit on est autour de la table, soit on est dans l'assiette.
et en Seine-Saint-Denis particulièrement. Pas mal Voilà, comme et en expression. Seine-Saint-Denis particulièrement, on est souvent dans l'assiette. C'est-à-dire qu'on nous éloigne de toutes ces choses-là et on préfère nous cantonner à des rôles d'irresponsabilité. Ça veut dire que... Et pourtant, il y a des rôles. Par exemple, souvent, moi, quand j'étais plus jeune, quand on avait quelqu'un qui travaillait à la mairie et qui était pourtant animateur, c'était un truc de ouf. C'était Encore une aujourd'hui, hein. dinguerie. Je trouve Il encore travaille... lui, il est chaud. Et c'est chez lui qu'on allait. Le mec, il était animateur de centre de loisirs, mais on le mettait à un niveau qui était important parce qu'il était entré à la mairie. Et tous nos parents avant ça avaient travaillé dans d'autres boulots et il y avait une forme d'ascension sociale. Mais quand on est animateur de centre de loisirs, le plus haut niveau qu'on peut atteindre parfois, c'est directeur. Mais à aucun moment on nous parle de chef de service, de DG, de direction générale, et ainsi de suite. Des postes véritablement qui permettent d'influer dans les décisions de la commune. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas les postes que politiques. Il y a des postes en administration qui sont hyper importants, voire primordiaux, et pour lesquels on a énormément de talent chez nous pour pouvoir occuper ces postes-là. Et c'est ça qu'on nous refuse souvent. On a souvent des gens de direction générale, dans nos communes, en Seine-Saint-Denis particulièrement, qui viennent de toute la planète, sauf de chez nous. De toutes les contrées du monde. Et ils sont toujours pareils, c'est toujours les mêmes. Et moi, ça me dérange un peu. Donc, par défaut, on va secouer l'arbre pour faire tomber des personnes qui pourront justement occuper ces postes à responsabilité et ouvrir la porte. Moi, mon objectif, c'est juste ça. Je pense qu'on est tous un peu, d'une manière ou d'une autre, précurseurs de quelque chose. Et on a tous une mission. La mienne, c'est de démonter la porte et de faire en sorte qu'elle reste ouverte. Parce qu'un certain nombre de nos aînés, avant nous, avant moi, l'ont bien fermé à double tour une fois qu'ils sont entrés. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut savoir dire pour faire comprendre aux gens que ceux qui entrent doivent ouvrir la porte et tendre la main. Il y a de la place pour tout le monde. Le gâteau qu'ils partagent là, nous aussi, on veut. Voilà, nous aussi, on le veut. Nous aussi, on aime bien la crème, on aime toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas un problème. On veut juste pouvoir entrer et échanger, discuter des affaires qui nous concernent au quotidien. Dans nos appartements, dans nos clubs sportifs, dans nos associations, on veut pouvoir discuter et débattre des affaires qui nous concernent. C'est pas histoire de manger le gâteau ou pas manger le gâteau, en réalité. Quand je dis ça, je vulgarise. Mais c'est pour faire prendre conscience qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. C'est juste d'être assis à la table. Moi, je veux qu'on soit autour de la table. Parce qu'il n'est pas normal que celui qui gère, par exemple, la question de l'éducation dans ma ville, habite à Paris. Mais en fait, non, c'est pire que ça. Il est totalement connecté puisqu'il est parti habiter à Paris. Il sait pourquoi il est parti à Paris. Il est totalement connecté. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut pour ses enfants. Voilà, ce qu'il voit, il ne le veut pas pour ses enfants. Donc, il part à Paris, justement. Et il est en charge de l'éducation. Ou il est en charge de la sécurité. Donc, ok les gueux, je gère pour vous vos affaires, mais pour moi, c'est sans façon. Ça veut dire ça, en fait. Donc, laissez-nous gérer nous-mêmes. On va créer les conditions à la fois de notre émancipation et surtout de notre poursuite de l'épanouissement collectif. Tu vois, souvent, on nous a parlé de vivre ensemble et compagnie. Et nous, on sait très bien vivre ensemble. Et heureusement qu'on sait vivre ensemble, parce que ce serait l'anarchie. Voilà. Mais voilà, on a besoin quand même de gens foncièrement honnêtes et sincères qui s'inscrivent dans cette dynamique-là aussi localement. Et je pense que ça ne peut pas se faire avec les personnes aujourd'hui qu'on a à la tête d'un certain nombre de nos villes populaires. Et quand je dis villes populaires, c'est partout en France. Hein. Tu parlais de représentation, et ça tombe bien parce que chez Nouvel An TV, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de présenter déjà des parcours qui sont parfois peut-être atypiques et surtout qui peuvent inspirer de nouvelles personnes, des plus jeunes, pour se lancer en politique, dans le sport, etc. Tu parlais de représentation. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu as pu être représenté ou tu t'es senti représenté, que ce soit politiquement ou à l'échelle locale? Et toi, c'est quoi ton déclic pour t'intéresser à ça et te lancer? Déjà plus jeune, non, je j'ai jamais senti être représenté par qui que ce soit en politique. La seule fois où je me suis senti représenté,
Ça fait peut-être un peu cliché, mais la seule fois où je me suis senti représenté, c'était à la finale de la Coupe du Monde 98. Parce que pour la première fois, on avait quelqu'un de visible qui était affiché à l'Arc de Triomphe. C'était Zidane. Avant ça, c'était Thuram en demi-finale. C'est les seules fois où on s'est senti représenté véritablement. C'est d'ailleurs qu'en 2007, où vous avez Sarkozy qui arrive au pouvoir et qui nomme, et un mec de droite, hein, il arrive au pouvoir et il nomme des Noirs et des Arabes à la tête de ministères. Avant ça, ça n'a jamais, jamais, jamais existé. Avant ça, ça n'a jamais, jamais, jamais existé. Donc non, à l'époque, je ne me sentais pas forcément représenté. Malheureusement, ça a toujours été un peu comme ça. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la représentation, tu parlais de Zizou du camp 98 et Thuram. Est-ce que toi, à part Zizou et Thuram, est-ce que tu as eu des exemples dans ta vie qui t'ont inspiré, pas forcément politiquement, hein, dans ta vie en général? Est-ce que tu as eu des exemples? Très sincèrement, celles et ceux qui m'ont inspiré, en tout cas, ça a été plus les grands de ma cité. Euh, qu'on le veuille ou non, quand on grandit dans un environnement, c'est ceux qu'on voit le plus souvent qui nous inspirent, de bonne ou de mauvaise manière, mais qui nous inspirent. Moi, la parole des grands de ma cité a compté beaucoup pour moi. Un certain nombre de parcours comptaient beaucoup pour moi. Certains blazes dans le quartier signifiaient beaucoup de choses pour moi. Quand un mec qui porte un blaze du type nucléaire, mec, tu te dis, ça a un poids. Tu te dis, comment ça a un poids. Donc forcément, ça joue chez moi. Et ils avaient tous des parcours plus ou moins liés au sport, artistique, mais sur le champ vraiment public, politique, il n'y en avait pas vraiment. On nous a vraiment pas ouvert la porte à ce niveau-là. Et encore une fois, hein, il a fallu que Sarkozy débarque en 2007. Il a mis des Noirs et des Arabes, Rachida Dati, Ramayad, Fadela Amara, etc., pour que les mecs de gauche, par la suite, dans nos quartiers, disent « Ah, il faut peut-être qu'on ouvre un peu la porte et qu'on donne quelques miettes et quelques cacahuètes aux uns ou aux autres. » Et c'est à partir de là, 2008, les élections municipales arrivent. Et c'est là où vous voyez et on observe un changement dans la composition des listes électorales et des listes municipales qui se présentent. Et vous avez plus de rebeux et de renois qui se mettent dans les listes. Mais c'est Sarkozy qui amène le truc. Ça veut dire que c'est même pas un choix de la gauche. Je le disais encore ce matin. La lutte antiraciste commence à gauche. Pas contre la droite et l'extrême droite. Il faut voir qui sont tes alliés à gauche. Aujourd'hui, quand on a des problèmes liés au racisme aujourd'hui en France, une grande partie de ces problèmes, dans leur expression publique, c'est lié à ce qu'a fait le PS juste avant le Parti socialiste, Hollande, la déchéance de nationalité, Valls et compagnie. C'est lié à eux. C'est eux qui ont permis tout ça. Donc c'est pour ça que je dis souvent, le combat à mener, notamment sur la lutte antiraciste, il commence à gauche. Et le souci de représentation commence à gauche. Les gens de gauche, très souvent, si on leur met pas, entre guillemets, le couteau sous la gorge, ils ne te prennent pas. Parce que tu as un grand risque. Tu es le plus grand risque qui existe pour eux. Tu es un rebeu, tu es un renois, tu habites les quartiers populaires, tout le monde te connaît. Il y en a combien, en fait, dans toutes les villes, dans toutes les cités, tu as un mec que tout le monde connaît. Un mec ou une meuf que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie. Et cette personne-là, souvent on lui dit, on l'appelle monsieur le maire. Souvent. Et cette personne-là pourrait être maire. Mais le politique fait en sorte qu'elle ne vienne jamais. Qu'elle ne rentre jamais dans cet espace-là. Et moi, l'idée, vraiment, c'est de casser ça, en fait. Les monsieur le maire ou madame le maire de nos quartiers, il faut qu'ils le deviennent. C'est les meilleurs représentants possibles pour nous. C'est les meilleurs experts de nos territoires. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, d'avoir fait Harvard pour comprendre ça. Il n'y a pas besoin de ça. Donc voilà. Toi, tu parlais des grands de ta cité. Moi, je voulais parler aussi de ton entourage. Est-ce qu'ils ont compris ton orientation vers la politique et est-ce qu'ils t'ont soutenu? Parce que tu parlais des gens qu'on appelle monsieur le maire, madame le maire. Est-ce que toi, ils t'ont soutenu de cette manière-là ou ils se sont dit, OK, pourquoi il va vers ça? Ils n'ont pas forcément Non, compris. moi, sincèrement, ils m'ont... En fait, j'ai eu 2 expériences. En 2015, j'avais soutenu quelqu'un, je l'ai accompagné, etc. Et toutes les personnes que j'avais soutenues à ce moment-là, parce que c'est aussi le lot dans nos quartiers, t'as plein de traîtres. T'as plein de gens qui te suivent au départ et parce que la gamelle est meilleure ailleurs et qu'on n'a pas envie, entre guillemets, de s'emmerder avec certaines personnes, on va de l'autre côté. Ou parce qu'on veut
préserver son association ou avoir telle ou telle subvention. Tout à l'heure, tu me parlais de personnes qui m'auraient inspiré, mais juste un truc tout bête. Tout à l'heure, je te disais, un animateur de centre de loisirs, pour nous à l'époque, c'était une dinguerie quand il entrait en mairie. C'était quelque chose d'inatteignable. Je vais te parler à l'époque des francs. Moi, j'ai vécu à l'époque des francs. Et à l'époque des francs, quand quelqu'un gagnait 10 000 francs, ce qui équivaut aujourd'hui à 1 500 euros, on estimait que c'était énorme. Alors que c'est tout pourri. C'est vraiment tout pourri. Ça veut dire que quand je dis que c'est tout pourri, c'est qu'on ne peut pas aspirer à ça, à être au SMIC. On doit pouvoir... nos parents, ils sont venus, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, ils se sont installés ici, ils n'avaient pas beaucoup de choix. D'accord. Mais nous, on a fait l'école ici. Qu'importe ce que tu as fait avant, tu sais lire, tu sais écrire. Et puis, on est des générations de débrouillards. On sait tout faire. Et même si on ne sait pas faire, on ne va jamais le dire. On va rentrer et on verra. À la fin, ils nous virent, c'est pas grave. Voilà. Mais on va rentrer. Et le but, comme disait Thuram, c'est... le plus important, c'est d'avoir la première sélection. C'est international. Et après, sur le marché, tu vaux cher, en fait. Qu'importe ce qui se passe, tu vaux cher. Et c'est ça l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'objectif. J'avais une partie de l'entourage que j'avais accompagné, et par la suite, bon, en gros, ils m'ont trahi, etc. Mais moi, je suis resté sur ma ligne. Et mon entourage proche m'a toujours soutenu dans ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont toujours dit, va, t'inquiète pas. Et lors de mon l'élection départementale de 2021, justement, je fais 30% dans ma ville. Et dans les 30% que je fais dans ma ville, 80% du résultat, c'est ma cité des 4000. Voilà. Et c'est là où j'ai vu, en fait, ma cité me soutient. Voilà. Ils me soutiennent vraiment. S'ils ne m'avaient pas soutenu, je pense que j'aurais peut-être pas continué. Non pas parce que je ne crois pas en la sincérité du combat que je mène, mais parce que finalement, si les gens, tu vulgarises le plus possible et que tu as tout fait et qu'ils ne veulent pas de toi, bah, à un moment donné, je pense que j'aurais changé le sens peut-être de mon combat. Parce que la politique, ça, c'est pas si simple que ça. Hein. Parfois, on me dit la politique, c'est un monde de requins. C'est pire. C'est pire que ça. C'est pire que ça use, c'est fatigant. Moi, je le prends comme une mission et comme un sacrifice. Je me donne un temps pour ça. Et après, j'arrêterai et je passerai la main. C'est pour ça que je dis que je vais ouvrir la porte et on ne va pas la fermer. Mais c'est un sacrifice. Mais en tout cas, mon entourage proche et moins proche m'ont vraiment soutenu. Vraiment. Ok, et justement, comme là, tu as vu que les résultats, c'était 80%, c'était des gens qui te soutenaient, qui venaient de ton entourage. Comment est-ce que toi, tu fais pour t'adresser à un public qui est peut-être désintéressé de la politique, comme on a pu en parler, ou qui s'y retrouve pas, qui se sent pas représenté? Comment est-ce que toi, tu as pris... Quelle approche, en fait, est-ce que tu as pris pour... Déjà, moi, le public que je vise, justement, c'est celui qui a voté pour moi. C'est celui qui est désintéressé de la politique, qui n'a jamais voté et qui est parti spécialement, même pas pour ça. Il savait même pas c'était quoi le projet, il lit pas le programme, il n'a rien à cirer, il dit je vote Ali. Point. Voilà, moi j'ai vu des gens rentrer dans le bureau de vote, je dis hey, il est où le truc à Ali? Et il prenait le truc et l'autre lui dit il faut en prendre 2 minimum. Il dit non, je prends que celui-là. Donc voilà. Donc je me bats pour ces personnes-là. Et après il y a ce genre de moments, de podcasts qui permettent aussi de vulgariser et d'étendre, j'ai envie de dire, un peu le périmètre où on peut se faire entendre. Mais voilà, moi, mon discours, il se porte avant tout, et c'est même pas parce que souvent, on nous taxe de communautaristes, etc. Quand les agriculteurs, on va les voir, on dit quoi? Ils sont que des agriculteurs. Entre eux, c'est des communautaires. Voilà, je sais pas, moi, désolé, mais si aux 4000, il y a que des Noirs et des Arabes, c'est pas moi qui ai inventé les 4000. Fallait pas coloniser la moitié du globe. Vous nous avez mis là. On est là, on est entre nous. On arrive, on a envie de faire un truc ensemble, bah, on le fait. En fait, des fois, juste pour nous, et que pour nous, on met des mots. Que pour nous. Mais en fait, c'est quoi qu'on nous oppose? Le fait de vouloir voter. Vous dites qu'il y a de l'abstention tout le temps. Le jour où on va voter, vous dites « Ah, mais c'est des communautaires. » Mais vous êtes malade. On a le droit de voter. C'est la base. Donc, en fait, ce qui devrait vous déranger, c'est le fait qu'on ne vote pas.
Mais non, finalement, quand on vote, parce qu'ils savent très clairement, si on vote, tout change. Les habitants des quartiers populaires, s'ils se lèvent un jour et décident d'aller voter massivement, ce pays sera un autre pays. Si on décide d'arrêter de taffer, ce pays sera un autre pays aussi. Donc, à un moment donné, ça, il faut pouvoir le dire clairement. Il faut collectivement s'emparer de ce pouvoir-là. Votez pour qui vous voulez, sauf pour celui qui vous tape dessus. Moi, je veux sortir de ça. C'est pour ça que j'ai pas vocation à plaire aux gens d'extrême droite, à la droite. J'en ai strictement rien à faire d'eux. Moi, mon sujet, c'est les gens de chez nous. Quand je dis les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes qui ne votent pas. C'est la maman, la famille monoparentale, la maman qui a du mal à joindre les deux bouts et qui a du mal à nourrir ses enfants. C'est le papa qui est en situation de handicap et qui a du mal à faire les démarches administratives. C'est les passoires thermiques dans les logements sociaux dans lesquels on vit et qui accentuent les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires. C'est les jeunes renois des quartiers populaires qui sont atteints de drépanocytose et qui n'est pas prise en compte. C'est toutes ces personnes-là, c'est ça mon sujet. Moi, mon sujet, c'est celui-là. Je ne m'éparpille pas. Je suis en mission et c'est ça mon sujet. Le reste, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais j'en ai rien à faire. C'est pas mon sujet. On ne peut pas être sur tous les combats. Mais celui-là, c'est pour moi le plus important. Donc, qui m'insulte de communautaire, tout ce que... J'en ai rien à faire. Mon objectif, c'est que les gens de chez nous s'emparent du pouvoir qu'ils ont, à savoir le pouvoir de vote. Et qu'on peut leur dire... parfois, on dit, ouais, le vote, ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. Faut y aller. Quand on aura tous voté, on verra si ça sert à rien. Mais moi, je suis convaincu que si demain, on vote tous pour les bonnes personnes, et encore une fois, je dis toujours qu'on a toujours quelqu'un dans nos cités et dans nos quartiers qui est en mesure d'avoir le poste qu'il doit avoir. On en a toujours un. On en a un. C'est une certitude. Donc, et puis, on le connaît tous. On le connaît tous. Dans tous les quartiers, je vous pose la question à vous, vous connaissez quelqu'un. Voilà, et si je pose la question derrière, c'est la même chose. On connaît tous quelqu'un, on l'appelle monsieur le maire. Ah, la suite, voilà. Et je parle pas du entre guillemets bolos. Parce que même ça, c'est un problème chez nous. Quelqu'un qui va à l'école, fait de grandes études, vas-y, la suite, il est chelou. Non, c'est juste, il a un cap. Voilà. Et c'est censé être quelque chose d'ordinaire. Mais on a toujours quelqu'un. Et parfois, c'est même un mec du club de foot. Hein. Tu vois, lui, il est là, ça fait 20 piges, il est là, il veut rien lâcher, il connaît tout le monde. Il veut vraiment rien lâcher. Tu fais plein d'AG, tu veux le monter en l'air, il bouge pas, et tout le monde le connaît. Et lui, en fait, ça peut être lui. Et pourquoi on ne lui donne pas ? Parce qu'on nous fait croire déjà que pour être député, il faut avoir été avoir eu une bourse en Pennsylvanie ou je sais pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas besoin de diplôme. Il faut juste donner le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas et donc aux bonnes personnes. Et chez nous, on a toutes ces bonnes personnes-là. Quand je dis chez nous, parce que pour moi, là, on vient de l'Assemblée nationale. Je vous jure, entre l'Assemblée nationale et ici, c'est un autre monde. C'est deux pays différents. Donc, c'est pour ça que je dis chez nous, parce que d'ailleurs, eux-mêmes nous traitent comme ça. Donc, justement, en termes de participation, l'année dernière, il y a eu un taux record de participation aux législatives. C'était 67,1%. C'est les chiffres les plus hauts depuis 1997. Et c'est vrai qu'il y a une grosse... exactement. Il y a une grosse mobilisation, il y a des grosses campagnes de mobilisation partout. Comment aujourd'hui est-ce qu'on conjugue avec tous les moyens de communication comme les réseaux sociaux ? déjà, il y a une forte mobilisation, mais elle est toujours très relative dans nos quartiers. C'est l'abstention a bat quand même encore des records. En 2002, il y a eu la même chose. Quand Le Pen est arrivé au deuxième tour, tout le monde a paniqué et des manifestations, 1 million de personnes dans les rues de Paris, etc. etc. Mais moi, j'ai plus envie de voter comme ça. Moi, je veux voter juste pour les bonnes personnes. Il nous faut des gens. C'est ça qui m'intéresse. Et moi, je pense que quand on aura des personnes qui nous ressemblent, qui rassemblent, qui s'investissent vraiment dans la défense pour la justice sociale, dans la défense des personnes les plus en difficulté, etc. Parce que là, dans nos quartiers, c'est ça la réalité. Je pense qu'on ira voter un peu naturellement pour eux. Une fois, moi, quand je suis dans mon bureau de vote, lors des élections européennes, par exemple, dans mon bureau de vote, au 4000, la liste que je soutenais a obtenu 79%. C'est-à-dire que les gens, en fait,
Ils me font confiance sur ça. Moi-même, aux élections départementales, j'ai fait 67% dans mon bureau de vote, alors que j'étais face au président sortant du département. Donc, à partir du moment où vous mettez les bonnes personnes, on ne cherche même pas à savoir c'est quoi leur programme. On leur fait confiance. Voilà. Là, on vote par défaut, par crainte et par des gens qu'on ne verra sans doute jamais de nos vies et qui, pour un certain nombre d'entre eux, vont nous trahir. Mais voilà, il faut faire attention à ça parce que c'est ça qui, justement, fait reculer et pousse des gens à ne pas aller voter après. Les représentants de parents d'élèves, il faut aller voter. Vous êtes parent dans une école, il y a rien. Une école, c'est pas une garderie. Il faut aller voter pour pouvoir influer sur les décisions qui sont prises dans cette école. Les représentants de locataires, il faut aller voter pour des amicales des locataires. Quand ton ascenseur elle est en panne depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que personne réagit, c'est parce que vous avez des représentants que vous ne connaissez même pas et qui siègent au sein des bailleurs sociaux et qui sont en accord avec les bailleurs sociaux. Et eux, ils ont pris les meilleurs apparts. Ils ont les meilleurs appartements. Ils les ont. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont en accord avec le bailleur. Et là aussi, on a des représentants. Et ils perçoivent une indemnité en tant que représentants du bailleur. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des locaux. Bon, on ne va pas vous mettre en difficulté. On va rien dire, on va rien dire. Mais voilà, on a des locaux. Voilà. On paye un loyer. Et le bailleur, voilà. Il y a des gars qui siègent là-bas et qui prennent des thunes. C'est ça, parce qu'au Très clairement. bout d'un moment, quelqu'un est parti et ils ont voté pour ces personnes-là. Non, ces personnes-là, par exemple, on n'a même pas eu besoin de voter pour eux parce que le taux de participation, il est de moins de 5%. Donc, ils sont élus grâce à l'abstention, comme nos maires. Dans nos villes, vous avez des villes, il y a 50 000 habitants, le maire, il est élu avec moins de 3 000 voix. Mais c'est de la folie. Et le mec dans votre quartier, là, que je dis que tout le monde connaît, lui, il est fait les 3 000 voix. Facile. Bah, large. Vous voyez ce que je veux dire? Sur un Donc, quartier, à oui, un ça se moment fait. donné, il y a un enjeu dans tout ça. Il y a un enjeu. Franchement, je ne vais pas dire que c'est ça qui a influencé mon positionnement politique au départ. C'est surtout l'environnement social dans lequel je vivais. Il faut voir dans les bâtiments dans lesquels on vivait avant. On nous faisait croire que l'ascenseur était en panne à cause de nous, parce qu'on pissait dedans ou je ne sais quoi. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'il y a tout un écosystème autour, plein de politiques qui gèrent. Vraiment, ils gèrent tout. Hein. Quand je vous dis encore une fois que soit on est autour de la table, soit on est dans l'assiette, c'est la réalité. Ils mangent. Ils mangent comme pas possible. Un truc tout bête, hein, lors des élections municipales de 2020, il y a eu le Covid. Et on savait qu'il allait y avoir énormément d'abstention. Mais on a maintenu le premier tour. Qu'importe le risque. Et on a vu qu'à la fin, il y avait beaucoup de gens qui sont morts. Et moi, je pense qu'on l'a maintenu pour une seule chose. C'était au cas où on n'est pas dans le confinement ou je ne sais quoi, que les maires sortants qui ont réussi à se maintenir puissent, de par leur élection, signer les marchés publics. C'est une question économique. Tout est calculé. Pourquoi en Seine-Saint-Denis, c'est le département métropolitain, je ne parle même pas des Outre-mer, ça devait être un truc de dingue, où il y a eu le plus de morts. Même dans nos quartiers, tout est fait, vraiment tout est fait pour qu'on ne sorte pas. Oui, c'est ça. En termes d'infrastructure. Tout est fait. On met tout. Les médecins, la pharmacie, parce qu'on est tous malades. On fait la queue à la pharmacie. On est tous malades. Voilà. Pharmacie, médecin, vraiment tout est fait pour pas qu'on sorte. Et on ne sort pas. Alors que Paris est à 15-20 minutes, on ne sort pas. Voilà. Et c'est pas qu'on veut pas. C'est que en fait, on nous a culturellement habitués à ça. Vraiment à être un produit. Vraiment, à s'inscrire que dans ça. Et moi, tout ça, ça me dérange. Donc, je ne vais pas dire que c'est... Et après, il y a forcément l'héritage, nos parents, notre histoire, nos parcours, il y a l'immigration, etc. Et puis, on est tous un peu des DZ. On est des révolutionnaires quand on vit dans les quartiers. Ça veut dire que on sait tous qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est juste que parfois, on ne sait juste pas le matérialiser, mais on sait tous qu'il y a un truc qui ne va pas dans le fonctionnement de ce qu'il y a autour de nous. Et moi, je l'ai vu très tôt, très très tôt. Je me rappelle en CM2,
on avait fait pour la fête de fin d'année, on avait fait un rap. Enfin, souvent, Un primaire, spectacle de vraiment, fin on a d'année. été dans les mêmes écoles. Hein. Voilà, on fait un petit rap. Et le rap qu'on avait fait, je me rappelle encore, c'était, on avait dit, bon, jugez pas le rap. Hein. Non, mais j'attends le freestyle là, s'il te plaît. Voilà. Mais en gros, on avait dit, dans ma cité, on est tous dégoûtés, la cam, la drogue nous a tous fait tomber. Juste de dire, la cam, la drogue nous a tous fait En tomber, primaire. alors que je suis en CM2, Ouais. comment c'est possible? Encore une fois, Timothée, Ouais. lui, à Paris, il peut pas dire ça, parce qu'il peut pas le voir. Et ouais, il l'a pas vu. Mais moi, je t'ai dit, la cam, la drogue nous a tous fait tomber. On peut plus rien faire, on est dans la galère. Comment c'est... Normalement, c'est pas possible. Déjà, quand j'étais petit, j'étais grave télé, manga, Dragon Ball, etc., Chevalier du Zodiaque, j'étais dans ça. Mais ça, c'est quand même... Quand j'ai voulu écrire, j'ai écrit ça. C'était et c'est pas sorti de ma tête, c'était instinctivement. Comment c'est possible que mon rap, ce soit ça? Alors que l'autre, il écrit des poèmes. Mais pourtant, école de la République. Dans les mêmes écoles. On a tous eu quasiment les mêmes... On a eu les mêmes profs, pour le coup. Vraiment, à l'époque, on avait vraiment les mêmes profs. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on a des rebeux renois qui sont profs, etc. Il y en a, ils sont très bons. Il y en a, ils sont catastrophiques. Mais on a des profs. Ça change, en tout cas. Mais à l'époque, c'était ça. Mais j'ai écrit ça. La cam, la drogue nous a tous fait tomber. Et je pense sincèrement que je ne savais même pas ce que c'était que la cam. Ah bah clairement. Tout de suite, Voilà. il y a un conditionnement quand on est Exactement. jeune, quand on grandit en banlieue. C'est Et je vous ai dit tout à l'heure, Ouais. celui qui m'inspirait peut-être le plus, c'était le grand de la cité. ça. Le mec s'appelait Nucléaire. Wesh. C'est un vrai blast, ça. C'est ça. T'appelles Nucléaire. Bien sûr que tu veux. Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelait Nucléaire du coup? Parce que c'était lui le boss. Ok, d'accord. C'était le boss. C'est la Et bombe. voilà. Il y avait C'était pas- le, il y avait pas autre chose. c'était le Bon, boss. C'était le boss. Et récemment, je parlais avec un pote et je lui disais, parce qu'en grandissant, il y avait un rappeur à l'époque dans mon quartier, il s'appelait Alibi Montana. Et il est venu faire un clip, je ne sais même plus, ça s'appelait comment? 4000, ils viennent à 1000, pas à 2, je sais pas quoi, bref. Tout pourri, mais il l'a fait. Et nous, on était dans le clip un peu et tout. Tu vois, on jouait. Et à la fin du clip, le mec qui ferme le clip, c'est Nucléaire. Je me- C'est ça. C'est lui l'acteur. Vous voyez ce que je veux dire? l'acteur principal. Mais moi, il m'a toujours inspiré. Confiance. Et c'était le mec le plus respecté. Et on voulait être respecté comme les mecs de chez nous, en fait, c'est tout. Quand t'allais, moi, j'allais souvent, quand j'étais plus jeune, j'allais en vacances à Montfermeil. Mais faut pas rigoler. Bref, Non, non, non. on a le droit d'aller en On a le vacances où droit, on on a le veut. droit. Voilà, on a de la famille à Montfermeil, on va à Montfermeil. Mais quand tu prenais la voiture, J'ai tu beau vivre à roulais. Montfermeil, hein. Tu roulais, en plus c'était la Nationale 3, tu roulais longtemps. Donc pour nous, on allait à la campagne. Donc je disais moi j'allais, en Sonico, j'allais chez ma Maroré, c'est ma grande tante. J'allais là-bas. Et là-bas, ma carte de visite, c'était je viens des 4000. Ouais, direct imposé. Tu passes. Parce que sinon tu te fais Ketra. Ça passe. À l'époque, ça passait. Ouais. Et ça, c'était lié pour moi au respect de l'autre. C'est une Bah que... Parce que c'est une carte de visite. Ouais, absolument. Dans les quartiers, en fait. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, les petits, ils n'ont plus rien à faire. Mais de cité en cité, on sait qui est plus ouf ou pas. Mais à l'époque, on avait un grand chez nous. Il y avait des grands dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Et eux se connaissaient. Ouais. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Eux se connaissaient. Donc, quand on disait qu'on venait de là-bas, c'était ton passe. Ouais, tout de suite, on va dire, tu connais. Voilà. Nucléaire, C'était ton passe. Ça veut dire que même si tu étais entre guillemets, je mets des grandes guillemets, le plus grand bolos, entre guillemets, tu avais une respectabilité automatique parce que tu venais de là-bas. Alors que tu t'avais pas de battre, tu es un mec, tu faisais tes devoirs même en marchant, il n'y avait pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est en fonction de ça aussi. Et moi, et comme beaucoup de jeunes, c'est beaucoup, encore aujourd'hui, sont inspirés par des gens qui voient en fait au quotidien. Tu vois, un mec, il n'est pas footballeur, toujours bien sapé, bête de voiture. Mais bien évidemment, et toi, tu vois ton bâtiment, tu dis, ah, moi, je vais être comme lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a eu des trucs comme ça. Mais ceux qui, en gros, dérivent et vont pas forcément du bon côté, je considère que il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment infime, c'est résiduel.
Mais voilà, des fois, on en parle. Moi, c'est ce qui m'a inspiré. Et aujourd'hui, je le vois encore. Hein. C'est quelqu'un que je respecte énormément, qui a fait beaucoup de choses. Nous, c'est lui qui nous amenait à la piscine. Euh, Quand je vous raconte ça, on peut croire que c'était la Hesse, mais Non, 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 comme pas pas possible. du tout. Ça l'était. Mais C'était c'était vraiment très compliqué dans les années 90 de vivre dans les quartiers. Et si vous regardez d'anciens films qui se faisaient dans les quartiers du type 100% Arabica, Black Micmac, Rai, vous verrez un certain nombre de scènes qui font que vous dites, mais en fait, nos grands, ils ont vécu là. C'est vraiment pas comme aujourd'hui, où il y a d'autres perspectives. À l'époque, et moi je me rappelle, quand tu allais en général au lycée, c'était une dinguerie. Quand tu allais en général, c'était quelque chose. on disait Tu ça dis, ah lui, c'est une arrive teuté, et lui. tout, ouais. Alors que tu étais éclaté au sol. Mais tu avais ce truc-là. Donc, c'est des Mais petites oui, choses c'est comme ça, ça qui font que... fierté de Voilà. passer en Et général, tout à l'heure, ouais. tu disais, tu parles du discours. Je pense que c'est ça que les gens ont aussi dans nos quartiers, ils ont besoin de ressentir vis-à-vis des personnes qui vont les représenter. Ils n'ont pas besoin d'avoir le mec, juste, il s'habille bien et il parle bien. Ça suffit pas. Je pense qu'il y a besoin d'avoir cette connexion entre nous. Et c'est une connexion liée à un vécu. Si tu n'as pas vécu dans les quartiers, désolé, moi je considère que tu ne peux pas représenter les On n'a pas quartiers. les mêmes réalités, du coup. On n'a pas les mêmes codes. Tu ne peux pas représenter un quartier populaire de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, de l'Essonne, du Val-de-Marne, si tu ne viens, si t'as pas cette réalité-là. Si t'as pas cette réalité-là. Encore une fois, moi je ne peux pas aller représenter les agriculteurs dans les Vosges. Les gens ils vont me dire, mais t'es un fou toi, t'es pas un chasseur, tu fais quoi ici? Ils ne comprendront pas. Et j'ai envie de dire, c'est légitime. Mais le problème, c'est qu'on s'est jamais posé la question de ça. Mais pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Pourquoi on a des gens, ça, C'est ça. tu disais, tu as fait des études, etc., d'anglais, de droit. Pourquoi tu ferais pas, pourquoi tu n'aurais pas ce parcours-là? Pourquoi on est parti chercher quelqu'un là-bas? Pourquoi on a des maires, tu disais tout à l'heure ton maire, qui a un accent du Sud? Pour quelle raison? Comment c'est possible? À un moment donné, il y a un truc qui va pas. Encore une fois, et si à la rigueur, ils acceptaient qu'on aille ailleurs? On ne serait jamais traité Voilà. comme si Mais on vu venait qu'on d'ici. n'accepte pas qu'Ali Douara puisse représenter les habitants qui habitent dans le Puy-de-Dôme, pourquoi nous, ici, on a accepté ça? En fait, on n'a même pas eu le choix d'accepter ou pas. C'est qu'on nous a tellement désintéressés à ce qui se passe Ouais. que finalement, nous, comme j'ai dit tout à l'heure, au mieux, quand tu es proche de la mairie, tu es animateur, éducateur sportif. Pour la masse, c'est ça. Est-ce que tu trouves que ces enjeux, ce conditionnement, est-ce que c'est le même pour les jeunes d'aujourd'hui? Est-ce que les enjeux, ils sont les mêmes que quand toi, tu as grandi, tu es devenu animateur, que quelqu'un qui pourrait le faire et commencer son parcours aujourd'hui? Je Est-ce pense, qu'il pourrait avoir les mêmes... moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pire parce que les réseaux sociaux on participe à cette aliénation générale de ce qui se passe autour de nous. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il faut impérativement qu'il y ait des gens comme nous qui s'investissent. Il faut qu'il y ait des gens comme nous qui fassent euh, vraiment qui se sacrifient pour la cause. C'est super important. Et à un moment donné, je pense que ces personnes-là, si on veut pouvoir justement agir un peu en contre-pouvoir, il faut qu'il y ait d'autres personnes chez nous, ces fameux que tout le monde connaît, qui puissent s'investir et s'engager. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est peut-être pire qu'avant, à cause justement de la liberté de circulation de l'information, de la vulgarisation de la chose publique, mais pas forcément pour les bonnes choses. Pas forcément pour les bonnes choses. Et ça, je pense que c'est quand même problématique. Donc voilà, comme j'ai des petits frères et sœurs qui font tampon, donc je reste encore connecté. Mais ça va peut-être pas durer parce qu'eux-mêmes avancent dans l'âge aussi. Et ensuite, ça va être un peu plus compliqué. Mais j'arrive à garder cette... Et puis, j'habite toujours là-bas. Voilà, ça change beaucoup. Le fait que tu ne partes pas ailleurs, j'habite toujours là, et je fréquente les mêmes endroits. Euh, un truc tout bête, je pense que depuis que je suis élu, j'ai eu 2 fois des soucis avec la police. Pourquoi ça n'arrive pas à un autre député? Pourquoi ça m'arrive à moi?
Pourquoi c'est moi qui défends des jeunes qui se font contrôler par la police? Et après, on accuse de tout. Mais moi, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la police m'accuse de X ou Y chose, ou que les partis politiques de droite et d'extrême droite s'emparent du sujet, je m'en fiche. Moi, mon objectif à ce moment-là, par exemple, et Ranial était présente, je crois, c'est d'éviter justement que des jeunes se fassent violenter. C'est tout. Et si je peux jouer du rôle qui est le mien en droit, c'est pas que j'en joue pour avoir un pouvoir supérieur. Non, le député a le droit de contrôler l'action du gouvernement et donc de la police. Donc moi, si là, tout de suite, je vais aller au commissariat de Gennevilliers et je leur demande de m'ouvrir les lieux de privé, les gardes à vue pour vérifier leur état, j'ai le droit. Et ils doivent m'ouvrir. Et ils ouvriront. Quand je vais à la prison de Villepinte pour, comme je sais qu'il y a eu des tentatives de suicide, etc., pour vérifier les conditions, j'ai le droit aussi de le faire. Donc, mais cette chose-là qui s'est passée par rapport à la police, je l'ai vécu moi parce que je suis toujours justement dans les quartiers, je ne peux pas être déconnecté. Et ça m'a aussi rattrapé pour me dire, oublie pas que ces gens-là, parce que souvent on me dit, ouais, il ne faut pas faire de généralité, etc. Ok. Mais quand on se fait défoncer, il n'y en a aucun qui nous défend parmi eux. Je veux bien qu'on ne fasse pas de généralité. Tout comme nous, ici, personne ne va aller se battre contre la police, tirer au flashball. Il n'y a pas de problème. Mais quand des policiers te massacrent, te pètent le crâne, jusqu'à ce que, pour un certain nombre d'entre nous, certains meurent, désolé, mais il n'y a personne pour les défendre à ce moment-là. Voire même, ils défendent la police. C'est souvent le cas. Donc moi, à ce moment-là, je me mets dans les dispositions de soutenir en droit celles et ceux qui se font violenter. Et je pense que, par exemple, une situation comme celle-ci, elle n'arrive pas à un certain nombre de collègues. Parce qu'on peut, on peut pas vivre les mêmes choses. À ce moment-là, on était en train de manger. On était en train de manger dans un grec. Ça veut déjà tout dire. Si on mange dans un grec à Bobigny et qu'on voit... en fait, c'est une vie normale. Moi, quand je suis arrivé à l'Assemblée, un certain nombre de collègues m'ont dit « Ah, ça va, t'es pas... » En gros, eux, ils étaient choqués de tout ce qui s'est passé. Et moi, en fait... Oui, toi, c'est normal, du coup. Mais c'est pas quelque chose qu'on doit accepter. Triste, mais oui. pour moi, c'est normal. En fait, c'est normal. C'est dans le sens où c'est c'est bon. T'as appris à vivre avec, quoi. On a déjà fait ça, tu vois. Mais maintenant que je suis député, forcément, je vais me battre contre ça. Parce que c'est pas normal. On avait un peu parlé vaguement de la vulgarisation de la politique. Déjà, est-ce que pour toi, l'outil, on a parlé un peu des réseaux sociaux aussi, est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne nouvelle, une bonne chose, ou alors pour toi c'est plus un frein pour s'adresser aux plus jeunes, ou en tout cas à un public qui est désintéressé de la politique? Non, moi je pense que c'est une bonne chose. Tout dépend de l'utilisation, si c'est à bon escient ou pas. Et ça, on ne pourra jamais le savoir totalement. Mais je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir vulgariser et atteindre le plus de monde possible. Maintenant, je pense que cette démarche, entre guillemets, numérique, ne doit pas nous faire oublier qu'il faut aussi de l'humain et être sur le terrain. Il faut du terrain. Aujourd'hui, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a beaucoup été dans les associations. Je trouve qu'on a beaucoup trop d'associations mythos. Désolé, mais il y a beaucoup d'associations qui servent à rien, en fait. Pour beaucoup d'entre elles, elles se créent juste avant une élection municipale. Beaucoup, et je sais, je l'ai vécu. J'ai été chef de service de la vie associative, donc j'ai vu que chaque année, dans des villes de taille moyenne, vous avez 100 associations, 200 associations qui se créent, parfois dans le même secteur. Dans un bâtiment, dans un même immeuble d'habitation, tu peux avoir 15, 20 associations. En fait, chaque locataire en a fait une pour pouvoir aller négocier avec le maire quelque chose. C'est ce que je veux dire. Donc, voilà, je vulgarise comme ça, mais pour dire qu'il y a un problème là-dessus aussi. Et je pense qu'il faut refaire du terrain et surtout accompagner et aider les vrais acteurs et actrices du quotidien qui sont là, qui ne sont pas dans le calcul, qui prennent les petits, qui font de l'animation, qui les emmènent dans des endroits qu'ils n'auraient jamais visités s'il n'y avait pas eu cette structure, etc. Et c'est à eux, tu sais, leur seul tort souvent, tu as des personnes vraiment, comme on dit, hnin, et leur seul tort, c'est de ne pas savoir remplir un appel à projet qui rend dingue.
C'est plus le côté administratif du coup qui s'appelle. Voilà, c'est le côté administratif qui les freine. D'accord? C'est le côté administratif qui les freine, mais c'est les personnes que tout le monde connaît et voilà, souvent, hein, c'est des personnes qui vont mettre de leur poche. Et même très souvent. D'accord? Et moi, je pense qu'il faut accompagner ces personnes-là. Je pense qu'il faut mieux les identifier et les accompagner et donner les subventions justement à ces personnes-là qui pourraient faire d'énormes choses avec très peu de moyens. Donc je pense que voilà, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut remettre aussi des gens au cœur des cités et surtout accompagner les bonnes personnes et pas les associations, ceux qui se disent en association, mais qui sont des associations clairement mythos, qui valent rien et qui sont là juste pour négocier leurs petits trucs perso, souvent un appart ou un taf. Et ça, c'est pas ce que je... En tout cas, c'est pas mon truc. Voilà. En parlant de réseaux sociaux, on va te demander de revenir sur cette photo qui a beaucoup tourné, qui a beaucoup fait polémique. Elle est stylée. Hein. Elle est Franchement, incroyable, la photo. Attends, je monte au public parce qu'il y a du public. Quand elle est sortie, elle était là, juste là, je pense. On monte comme ça. On dirait un peu Voilà. une cover. Vraiment. Non, elle est bien. Ouais. Tu veux, je te la garde comme ça? Non, c'est bon, c'est bon. Il l'a vu 1000 fois, je Voilà. pense. Comment... c'est quoi l'état d'esprit quand vous prenez cette photo? Bah déjà, il faut savoir que ce jour-là, c'est le premier jour où on entre à l'Assemblée nationale. Moi, la veille, je m'étais préparé à ce jour-là parce que, bah déjà, à la base, moi, je traîne en survêt. Ok. Il fallait mettre un costume. Donc, il fallait mettre un costume. Et la dernière fois que je suis parti acheter un costume, c'était à mon mariage. Donc, c'est dire que c'est pas mon truc. Donc, je sais plus où je vais là, ce jour-là. Je crois que je vais à Armentières ou un truc tout pourri comme ça. Et j'achète un costume. Donc, je me prépare. Donc, je me mets en condition. Je vais rentrer à l'Assemblée nationale. Donc, dans ma tête, là, je suis au max. Je suis vraiment au max. Et on arrive, je crois, il est 9h. Et en fait, il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, on vote énormément, notamment au moment de l'installation. Okay. Et la photo, là, quand elle est prise à 21h. Ok. Et on est en heure d'été. On était le 8 juillet, je crois. Ou un truc comme ça. Ou un peu plus tard. Et du coup, c'est Daniel Obono, ma collègue, qui passe par là et qui nous voit et dit oh les beaux gosses, attendez, je vous prends en photo. Et moi, à ce moment-là, je sais que quand elle va me prendre, ça va aller sur les réseaux, etc. Et j'ai regardé qui était à côté de moi. Et j'ai vu mes collègues. Je dis, ça va être la merde. Ça se voit dans tes yeux, en plus. Donc, je me baisse comme ça. Je me baisse comme ça. Je baisse la tête. Après, elle me dit, Ali. Bon, je me relève un peu. Mais moi, je suis déjà atteint. Parce que c'est pas ma photo. Et puis, j'aime pas les photos à la base. Là, j'en prends par un peu contrainte. Je souris jamais. Et la preuve en est, je souriais pas. Donc ils la prennent. Moi, j'avais oublié, mais le lendemain, je vois sur mon téléphone, il y a là les... elle a tourné, elle a tourné pour le coup. Les notifications, je sais pas quoi. Et je vois, et c'est Raphaël qui la met, et il met RN pas content. Et là, ça commence à nous torpiller. Bon, il y en a qui m'ont... Il y a des commentaires qui m'ont fait rire quand même. Tu vois, quand ils ont dit c'est le pote du marié, ça, j'avoue, elle était bien placée. J'avoue, elle était bien placée, celle-ci. Après, pour les autres, ils ont abusé. Ils ont abusé. C'était raciste, c'était xénophobe, etc. Mais elle veut dire énormément de choses. Ça veut dire que à ce moment-là, au-delà de la photo, elle est passée, etc. Mais l'expression qu'il y a derrière, elle dit beaucoup de choses. Ça veut dire que tu as beau te mettre comme eux veulent, respecter leurs règles, venir en costume, en chaussures, faire tes contours, arriver là-bas, on veut pas de toi ici, c'est ton être qu'on veut pas. C'est ta représentation, ce que tu représentes qu'on ne veut pas ici. C'était juste ça en fait. C'était du racisme pur. Voilà. Et d'ailleurs, la preuve, il y a quelques jours, les mecs du RN ont refait la même. Plus, ouais. Voilà. Mais c'était du racisme pur. Ça veut dire qu'on ne remettait pas en cause notre intellect, on ne remettait pas en cause nos diplômes, on ne remettait pas en cause nos parcours, on remettait juste en cause notre être. La preuve en est, Carlos Martins Bilongo, qui est député du Val d'Oise, d'origine congolaise, lui, la première fois qu'il prend la parole en hémicycle, on lui dit « retourne en Afrique ». C'est dire comment la libération de ça. Et tout à l'heure, je vous disais que ce qui m'a dérangé, je vous disais tout à l'heure que le premier combat de la lutte antiraciste
il n'est pas amené contre eux, il est amené à l'intérieur, à gauche. Quand il y a cette photo, qui sont les personnalités politiques de gauche qui ont réagi? Aucune. Si ce n'est celle de notre groupe. Tu as quand même plein de partis au NFP qui auraient pu réagir, dire c'est inadmissible, c'est intolérable que des Noirs et des Arabes se fassent insulter comme ça sur les réseaux, des députés, ceci, cela. Même la présidente, elle aurait pu réagir. Personne n'a réagi. Parce qu'eux-mêmes, en interne, ils sont peut-être d'accord, un peu. C'était peut-être le banc des accusés pour eux. Mais c'est comme ça qu'ils l'ont. Et Ils ont même c'est mis comme ça qu'ils des. l'ont perçu, hein, ouais. Ils ont même fait des montages avec 10 euros, 20 euros, tu vois, sur C'est les murs. horrible. Ils ont fait des montages comme ça. Il y a des trucs qui m'ont fait sourire, j'avoue. Mais après, il y a d'autres choses. Franchement, c'était, on va dire que c'était blessant. Moi, j'ai pas été blessé personnellement parce que, encore une fois, je sais pourquoi je suis là et je suis en mission, etc. Mais ça en dit long sur comment ces gens-là pensent. Et encore une fois, le premier combat, il est à gauche. Tu vois, quand il y a eu le contrôle au faciès par des policiers de jeunes de Bobigny, à gauche, ils ne les ont pas défendus non plus. Quand il y a eu la question au gouvernement, la QAG, ma première, où le ministre se tourne vers l'extrême droite, j'ai eu très peu de soutien à gauche. Quasiment pas. Donc c'est plein de choses comme ça. Pour moi, le problème, il est à gauche. Et encore une fois, tant qu'on n'aura pas les représentants légitimes, on n'aura que ce qu'on mérite. Et ce qu'on mérite, c'est un peu, d'une certaine manière, notre résignation, le fait de ne pas aller voter et de ne pas placer les bonnes personnes. Alors qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut venir et nous aider et porter ce message-là, etc. Et encore une fois, c'est pas sorcier. Oui, tu prends des coups, oui, c'est dur, oui, c'est compliqué, mais c'est pas sorcier. Et une fois que tu es dedans, t'inquiète pas, ils s'habituent à ta présence, hein. Donc voilà. Ouais, c'est clairement ça, hein. Ils n'ont plus le choix. Du coup, pour vulgariser, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le rôle d'un député, le fonctionnement de l'Assemblée, peut-être une journée type que tu as là-bas? En fait, il n'y a pas vraiment de journée type et on n'est pas tous députés de la même manière. Moi, je considère que mon rôle de député, par exemple, c'est un rôle qui se veut être aussi beaucoup sur le terrain et beaucoup avec cet objectif de vulgariser et de faire rentrer la rue, la street à l'Assemblée nationale. C'est ça mon rôle surtout. Et ça va être déjà dans mon recrutement. Dans mon recrutement de mes collaborateurs, je ne vais pas forcément me tourner vers les candidatures de Sciences Po, de grandes écoles ou autres. Je vais me tourner vers des candidatures, entre guillemets, un peu ordinaires, de gens qui vivent avec nous, qui sont proches de chez nous et qui vont comprendre les réalités que j'ai envie de défendre. Donc c'est comme ça que je vais faire mon recrutement. Je ne vais pas dire que je vais prendre que des Noirs et des Arabes parce que c'est pas vrai, mais je vais prendre des gens qui ont vécu dans notre environnement social, sans distinction, mais j'ai besoin d'avoir des gens qui vont comprendre le vécu. Je vais accueillir beaucoup de stagiaires, je vais faire beaucoup de visites de l'Assemblée nationale pour susciter des vocations. Pas plus tard que ce matin, tu as un petit qui est venu à l'Assemblée nationale qui disait, je ne sais plus, il voulait être... comment? Il voulait faire du foot. Parle plus fort. Il voulait faire du foot. Voilà. Non, je rigole. Il y a un petit qui est venu à l'Assemblée nationale qui disait qu'il voulait faire du foot. À la fin de la visite, il disait, je veux être footballeur et député. Trop bien. Donc, ça veut dire des choses. Et ça, c'est des choses que j'ai envie de promouvoir, etc. Après, il n'y a pas vraiment de journée type. Moi, par exemple, le lundi, si je prends la journée du lundi, parce que c'est celle qui symbolise un peu le plus un peu mon action, c'est que je commence à 7h30 où je prends un café avec un habitant de la circonscription ou autre. Voilà, je fais un temps thé ou café et on discute de la pluie et du beau temps. Ensuite, je suis censé être à l'Assemblée nationale pour faire un point avec Rania, qui s'occupe de la partie légistique de l'Assemblée nationale, tout ce qui est loi, commission, etc. Après, c'est des rendez-vous, c'est des coups de fil. En fait, ça dépend. Par exemple, si aujourd'hui, je fais une visite ce matin, je viens là en début d'après-midi. Ensuite, je vais à un barbecue organisé par d'autres personnes. Et voilà, ça va dépendre. Après, il y a un mardi, mercredi, on a les questions gouvernement, il y a les réunions de groupe. Ça dépend. Il y a des journées qui sont très longues aussi. Des journées où on commence très tôt et on finit très très tard. Minuit, une fois à 4 heures du matin. Ça dépend. Il n'y a pas de... Je n'ai pas envie de dire il n'y a pas de journée type. Il y a des députés qui ne sont jamais là aussi. Donc il n'y a pas de journée type.
Moi, je voulais revenir sur une story que j'avais vue sur Instagram. Tu avais invité, du coup, les gens à venir visiter, je crois que c'était le Palais Bourbon, c'est Oui, ça? c'est l'Assemblée nationale. Et bah, du Il coup, n'a tu avais rien mis. compris à tout ce Bah qu'on a ouais, fait depuis tout à l'heure. pardon, je suis un peu déconnecté. Mais du coup, tu as écrit la maison du peuple en famille ou entre amis. Est-ce que du coup, tu as voulu centrer l'importance de découvrir des lieux un peu, on va dire, fermés pour des Mm. gens qui viennent de Clairement. Seine-Saint-Denis? C'est ça un peu Mm. l'objectif? Bah, c'est clairement ça, c'est de faire rentrer, en fait. Il y en a qui disent on va les choquer. Et c'est vraiment ça. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas l'habitude. Moi, je vois tous ceux qui font les visites, c'est toujours les mêmes milieux. En fait, ils sont tous à 2 pas de chez eux. Nous, c'est pas le cas. Donc, en fait, finalement, c'est d'amener, que ce soit des écoles, des amis, en famille. Moi, tous les samedis, c'est des visites. C'est des visites, sans parler des visites en semaine où c'est programmé pour 50 gamins ou autres. Mais voilà, moi, l'objectif, c'est vraiment de désacraliser ce lieu et faire en sorte que tout le monde se l'approprie, parce que c'est la maison du peuple, c'est nos impôts qui payent ça, et tout le monde paye des impôts. À partir du moment où tu vas acheter ta baguette à 1 €, il y a 20 centimes d'impôt dedans. Donc voilà, ça nous appartient, ça appartient à tout le monde. Et le problème, c'est qu'en face, on nous fait croire que c'est pas chez nous. Bah, si c'est chez nous, on va leur montrer que finalement, c'est notre lieu. Et ça va être compliqué parfois, mais ils s'habitueront. De toute façon, encore une fois, on est là. Donc, tu peux nous appeler Français de papier ou tout ce que tu veux. Nous, on est là. Hein. Nous, et c'est pas une question de sentiment d'appartenance ou pas d'appartenance. On vit nos vies et il n'y a pas de souci. Juste, ce lieu-là doit être le lieu de tout le monde et pas réservé à une élite ou les enfants de cette élite ou les grands-parents de cette élite ou les héritiers de cette élite, etc., etc. Voilà. Du coup, s'il n'y a pas de journée type, pour toi, c'est quoi la définition du rôle d'un député? Au-delà de ses fonctions. Pour moi, le rôle d'un député, en quelques mots, c'est surtout représenter vraiment le peuple. À la fois le peuple qui t'a élu et surtout les valeurs que tu as envie de défendre. Et sans compromission, sans distinction, euh, toujours dans le respect, j'ai envie de dire. Mais surtout, pour moi aujourd'hui, être député, au-delà de représenter le peuple, c'est surtout aussi restaurer la dignité des gens qui habitent dans nos quartiers. Ok. Voilà, pour moi, ça c'est important. Qu'on arrête de nous prendre pour ce qu'on n'est pas et qu'on nous respecte dans notre être et notre paraître. Ok. Vraiment, cette question de dignité pour moi, elle est essentielle. Donc voilà, le député se doit de représenter à la fois le peuple qui l'a élu, les habitants du pays et tout le monde sans aucune distinction. Mais parce que je suis élu aussi précisément, je suis un élu des quartiers populaires aussi, j'ai envie de représenter tous les quartiers populaires, tous les parcours de vie, aux origines variées, diverses et variées, et surtout restaurer notre dignité, qu'on arrête de nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Ça, pour moi, c'est très, très, très important. C'est pour ça qu'il y a des choses que je n'accepte pas du tout, euh, et qui peuvent s'apparenter parfois à un manque de respect, mais voilà, Vraiment, je sais considérés reprendre. comme des grands enfants. Bah, disons qu'on... Après, moi, voilà, je me suis toujours battu contre ça, donc... truc tout bête, quand vous assistez, moi un peu plus jeune, en tout cas avant d'être député, je participais à des réunions publiques et je m'exprime librement, etc. Et à chaque fois, vous avez toujours la même scène où vous avez 2, 3 personnes qui viennent me voir, qui me félicitent et qui me disent vous parlez bien. Hein. Ça commence à me fameuse phrase. vénère. Ils sont à 2 doigts de dire. Ça, c'est limite, ils attendaient à ce que tu parles quoi en soninké, en shliha. Je comprends pas. Tu parles, tu t'exprimes, tu as fait les écoles. Je sais pas, on s'attendait à quoi en fait. Et en fait, ça, inconsciemment, je trouve que c'est raciste. Parce Absolument. qu'il n'y a pas En fait, mon camarade qui est à côté, qui s'appelle Grégoire, lui, il s'exprime. Il n'y a pas de surprise à la fin. C'est merci pour la soirée, il part. Et toi, on te fixe et on vient te voir. On te dit, vous parlez bien. Ça, je ne peux pas accepter. Par rapport ce à que je veux quoi, dire en plus Voilà. Et en fait, c'est juste que ton paraître, directement, dans la tête d'un certain nombre de personnes, inconsciemment, et elles ne sont pas méchantes. Elles n'ont pas voulu dire ça de manière méchante non plus. Mais inconsciemment, ils se disent, limite, ça veut dire, mais
Comment ça se fait? Il vient de quel pays? Ça veut dire ça, en fait. Et ils s'y attendent pas. Alors qu'on est là depuis X temps. Moi, je suis né en 87, donc depuis un moment maintenant que je suis là. Ouais. Donc, jamais vécu au bled, il n'y a pas d'accent. C'est ça, des fois, Voilà. on s'attend à Et ce ceux qui ont un que... accent, qui sont en responsabilité, c'est pas nous. donc, voilà, c'est des petites choses comme ça, Et mais encore, l'accent... à nous regarder, ils s'habitueront Et selon d'où vient l'accent aussi, c'est pas pareil. Parce aussi. que c'est ça. Voilà. Quelqu'un qui a un accent du Sud, on va L'accent dire... du Sud, c'est c'est stylé. son Oui. héritage, il Bah, n'y a C'est pas de souci. stylé, c'est stylé. C'est quelqu'un qui vient du terroir, c'est très bien. Mais l'accent, De n'importe- On sort un petit peu et puis c'est fini. entre guillemets, du bled, euh, c'est autre chose. Et ça crée des difficultés. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une famille, la famille d'Israël Tambou, qui, c'est un petit jeune de 13 ans qui est décédé Oui. chez lui, qui revenait d'un centre de formation, d'un stage à Châteauroux. Et il est décédé parce que, justement, au départ, c'est la fille qui appelle le SAMU. Une fois que l'opératrice du SAMU, elle a le père au téléphone, elle change. En gros, syndrome méditerranéen, le papa, il parle avec son accent, il parle très bien français, hein. Très, très, très bien français, juste il a l'accent, en fait. Et en fait, ça a mis dans la tête de l'opératrice, peut-être, une priorisation de l'urgence. Et il raccroche en disant, on a une urgence plus importante et on vient vers vous. Le petit, il est mort. Il est mort. Et c'est arrivé à Naomi Moussanga aussi. C'est arrivé à pas mal de monde. Et à chaque fois, c'est le même mécanisme qui se passe. Donc, c'est des petites choses comme ça. Et je pense que tant qu'on... Déjà, il y a des choses qui se font inconsciemment, mais nous aussi, on doit s'insérer dans ces sphères-là pour changer, en fait, l'état d'esprit des gens. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'importance du terrain, d'être connecté au cœur de l'action. On t'appelle la voix des villes populaires. Est-ce que c'est difficile du coup de jongler entre trois villes? Parce qu'on sait que tu travailles, enfin, tu es député de la circonscription de la Seine-Saint-Denis. Tu as une pédagogie différente d'approcher la population? Pas du tout. Non, j'ai même pas à jongler, en fait. Moi, je suis là où je dois être, et puis je ne calcule pas. Je fais des permanences dans les trois villes, mais mon objectif, c'est d'être partout où il y a un besoin. Voilà, partout où je peux répondre à des attentes, partout où je peux vulgariser, partout où je peux faire entendre la voix, eh ben, je le fais. Je dis pas que je suis la voix des quartiers populaires, je dis juste que je suis une des voix et qu'il doit y en avoir beaucoup plus. Voilà, moi, mon objectif, c'est surtout celui-là. Donc, je dis pas que je suis député uniquement de cette circonscription-là. Je dis que je suis à minima député du 93, mais partout où c'est possible de faire entendre la voix et permettre à d'autres personnes, en tout cas, de s'intéresser et de rentrer dedans, moi, je suis prêt à accompagner tout le monde. Tu vois, j'ai pas de souci avec ça. Du coup, on aimerait te demander comment est-ce que tu vois l'avenir de la politique Là, on va entrer bientôt dans la campagne des municipales de 2026. Et forcément, dans tous les quartiers, le sujet va venir. Et on va avoir ceux qui nous ont, pour un certain nombre de personnes, pas calculé pendant un temps, vont venir vers nous, et ainsi de suite. Donc, le sujet va revenir autour de la table. Et je pense, et j'espère en tout cas, que beaucoup d'entre nous s'investiront et arriveront à s'asseoir autour de cette table. Ouais, d'où l'importance des représentations aujourd'hui. Pas forcément. En tout cas, moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux, comme on dit. Et je pense que je désespère pas sur ça. Je suis vraiment confiant pour la suite, même si je pense que là, cette année, dans 2-3 ans, jusqu'à la présidentielle à minima, mais peut-être encore un peu plus, ça va être de plus en plus compliqué de vivre dans nos quartiers et qu'on va, voilà, pas plus tard que avant-hier et aujourd'hui, il y a l'apparition dans le Parisien, on dénonçait le fait que aujourd'hui, la préfecture de Seine-Saint-Denis a fait un fichage des étrangers en situation régulière. À partir du moment où ils font une garde à vue, on menace en gros de leur retirer leur titre de séjour. Moi, ça, je ne peux pas accepter. Donc, c'est des choses pour lesquelles je vais me battre. Mais voilà, je pense que plus on sera, et mieux le bouclier sera renforcé. Et on sera solide. L'idée, c'est d'être solide sur ses appuis. Mais ça implique aussi de ne pas... Excusez-moi, ça implique aussi de ne pas être quelqu'un d'autre, de ne pas s'inventer à la fois une vie et surtout de ne pas se limiter dans son expression
Euh, Récemment, il y a eu la période, il y a eu la période du Ramadan, il y a eu l'Aïd, et, euh, et moi, notamment à la fin de chaque Aïd, je fais une photo, mais en Kamis. Et les gens s'attendaient à ce que je la publie pas cette année, parce qu'en gros, t'es député. Non, je la publie. Il n'y a rien de mal. T'as le droit de faire ce que tu... Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, ceux qui sont le plus violentés et opprimés se limitent et ont peur. Et ça se matérialise tout bête, hein. Vous appelez un pote, et il est à son travail, et n'importe quel travail. Vous lui dites salam, et vous dit bonjour. Ça, pour moi, c'est problématique. À un moment donné, il y a quoi de mal? Même se saluer, tu as peur que les RG te tombent dessus? À un moment donné, il n'y a rien. Donc on fait attention un peu à tout. En fait, ils nous ont tellement fatigués moralement, parfois même physiquement, qu'aujourd'hui, on a du mal à nous exprimer sur... alors que la loi t'y autorise, alors que la Constitution te le permet, alors que la Déclaration des droits de l'homme a été écrite pour toi, justement. Et non, en fait, on panique sur tout. Et moi, ça, j'ai pas envie. Euh, j'ai pas envie et je me restreins à rien du tout et je fais ce que je veux. Et si t'es pas content, c'est la même. Ali avant d'être le député. Non, je suis Ali, oui. Et comme je dis souvent, j'ai pas trouvé mon nom par terre. Je suis Ali Djouara et même Samassa. Et vraiment, j'ai pas trouvé mon nom par terre. Et avant nous, nos parents n'ont pas trouvé leur nom par terre. Euh, Moi, je me rappelle d'une anecdote. C'était. Et pour vous dire, nos parents, quand ils sont venus avec leur code. Et ils n'ont pas changé. Ils sont pas habillés différemment. Ils sont venus avec leur code. Je me rappelle, nos darons Quinfri, ils avaient le gilet multipoche. Regardez, il n'y a pas eu de souci. Et je me rappelle d'une anecdote où les papas africains du quartier étaient invités à la mairie pour discuter avec le maire, quelques mois avant les municipales. Et on était dans une association qui s'appelait, pour vous dire à quel point à l'époque le racisme, tout ça, c'était pas dans nos têtes, l'association s'appelait l'Association des travailleurs maliens en France. Ça s'appelait l'ATMF. C'était créé en 87 et tout. Et nous, on a tous grandi un peu dans cette association dans laquelle on prenait des cours, etc., etc. Et cette association-là, pour vous dire, l'association des travailleurs maliens en France, moi, jusqu'à l'âge de mes 13 ans, jusqu'à ce que je parte au bled pour la première fois, je pensais que j'étais malien. Donc, c'est vous dire. Et jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Euh, et quand j'ai pris le vol pour aller au bled, euh, à l'époque, on passait par le Sénégal. Donc je croyais que j'étais sénégalais là-bas. Et c'est quand j'ai traversé tout le pays, je suis arrivé en Gambie, j'ai dit bon, je suis gambien. Donc voilà, ça a fait tout ce parcours-là. Mais pour vous dire à quel point, en fait, c'était juste un état d'esprit qui nous réunissait. Il n'y avait pas de distinction entre les uns et les autres. Mais tout ça pour dire que à l'époque, le maire, il avait invité les papas africains à discuter, etc. Et les papas africains, et notamment Soninké, en l'occurrence, qui est une ethnie qui a des principes, etc., particulières, en tout cas d'un point de vue religieux, qui se veut être, voilà, suivre, voilà, l'heure c'est l'heure, Ouais. etc. Et à un moment donné, le maire, il commence son discours, tu vois, chacun s'est présenté, le maire, il commence son discours. Et il commence son discours, il commence à parler, et là, tu as la sonnerie d'un des papas qui sonne. Et c'est la sonnerie de la prière. Ouais. Et le papa, il s'arrête comme ça, il fait « Monsieur le maire, c'est l'heure de la prière. » Ils se lèvent tous et ils partent. Le maire, il était atteint. Et en fait, des fois, j'ai envie de retrouver ça, en fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, ils n'ont pas prié en mairie. Ils sont juste droits dans leurs bottes, dans leurs convictions, dans leur manière d'être. Ils n'ont pas envie d'être d'autres personnes. Et moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ça qu'on, peu à peu, on tue un peu en nous. Il y a un bouquin de Cheikh Hamidou Khan. Il y a un bouquin de Cheikh Hamidou Khan qui s'appelle L'aventure ambiguë. Et dans ce bouquin-là, il suit le parcours d'un certain Samba Diallo. Et dans ce bouquin-là, en fait, il dit, est-ce que, en l'envoyant, c'était un jeune talentueux, mais qui était
au bled, qui suivait les cours au bled, etc. Et son maître, là-bas, spirituel, voulait le garder avec lui. Mhm. Et il disait, est-ce que, en l'envoyant à l'école nouvelle, c'est-à-dire en Europe, en France, est-ce que ce qu'il apprendra vaut ce qu'il oubliera? Ok, c'est beau. Voilà. Et c'est ça la vraie question. Et en fait, chez nous, alors que nos parents nous ont éduqués, nous ont transmis des valeurs, vraiment, et parfois, oui, parfois on peut faire des erreurs de parcours, etc., comme tout le monde, en fait. Est-ce que ce qu'on apprend ailleurs, est-ce que l'endroit où on se couche un peu massivement par crainte et par peur vaut les convictions qu'on nous a transmises? Et moi, j'ai pas envie de ça. Voilà, encore une fois, on n'a pas trouvé nos noms par terre. Donc, problème, restons droit, digne. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de dignité. Restons droit et digne. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. Ok, bah, on t'a beaucoup cité. Mm. T'as eu beaucoup de citations aussi. Est-ce que tu as une citation favorite qui te vient en tête? Parce qu'on a vu que sur Instagram, tu utilises beaucoup de citations, qui sont très jolies d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu en as une en tête? Je vais pas utiliser la citation de ma collaboratrice qui voulait que je cite Hassan II. Parce que comme c'est une Marocaine d'Oujda et qu'elle est à fond dans ça. Mais je vais citer en fait une citation qui pour moi fait sens parce que c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré et que je répète souvent. C'est le livre de L'Alchimiste de Paulo Coelho Ouais, j'aime beaucoup. qui dit tout ce que nous craignons, c'est de perdre ce que nous possédons, qu'il s'agisse de nos biens ou de nos cultures, mais cette crainte cesse lorsque nous prenons conscience que notre histoire et l'histoire du monde ont été écrites par la même main. Et en fait, je trouve qu'elle a beaucoup de sens, cette citation. Et en gros, il y a aucune inquiétude, en fait. Il y a aucun risque, véritablement, dans la vie. Il faut justement aller vers son risque en soi. Et à nous regarder, ils s'habitueront. Donc, il n'y a pas de souci. Ce risque, il a été écrit pour nous, du coup, finalement. Moi, je suis quelqu'un qui suis de nature, j'ai envie de dire, un peu optimiste. Et puis, s'il y a des difficultés, bah, tout le monde a un chemin qui est tracé, il n'y a pas de problème. Paulo Coelho, dans ce bouquin, il parlait de légende personnelle. Ouais. Il utilisait plein un peu de, voilà, c'était une péripétie. Franchement, voilà. Moi, je pense que voilà, il n'y a pas de mystère. Tout est écrit sans faire le religieux, le spirituel. Ouais. Mais voilà, je pense que il faut rien s'interdire. Ils réussissent beaucoup au culot, hein, en face. C'est le culot qui leur permet de réussir. Ils ont surtout du culot. Il y a rien de plus. Il n'y a pas de talent particulier. C'est le culot. Là où chez nous, il suffit qu'un mec, tu t'es embrouillé avec lui en 78, on est en 2025, t'en parles encore. C'est bon, en fait. Faut juste qu'on passe à autre chose. Nous, là où en face, le camp d'en face, d'une certaine manière, arrive à passer un cap sur un certain nombre de points, nous, on, on laisse beaucoup de traces sur les affects des uns et des autres. Quand on l'aime pas, on fait pas semblant, ou on pense pas collectif, on pense vraiment de manière très individualiste. Ouais. Et je pense qu'il faut changer un peu et inverser les choses. Il faut penser beaucoup plus collectif. C'est comme ça qu'on arrivera, en tout cas, dans la mondanité de nos vies quotidiennes, à trouver le salut d'une certaine manière. C'est ça. Et sans vouloir spoiler le livre, pardon, le fait qu'à la fin, la réponse, elle se trouve littéralement dans ses racines, c'est aussi, ça revient sur ce que tu disais, de Clairement. ne pas être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas, ne pas devenir sa fonction. Si j'ai un message à faire passer, c'est de ne pas laisser les autres, quels qu'ils soient, des gens, même notamment qui vivent dans vos quartiers, décider à votre place. Prenez part au débat, investissez-vous, engagez-vous, notamment très prochainement dans les élections municipales, partout où c'est possible. Posez des questions, interrogez. Pendant la campagne, je disais souvent aux gens, faites chier les politiques, parce que c'est aussi leur rôle de répondre à vos attentes et à vos questionnements. Et encore une fois, engagez-vous, laissez pas les gens décider à votre place, quand bien même ces personnes-là, soi-disant, vous ressembleraient. On n'est pas tous pareils. La politique, c'est pas un monde qui n'est pas fait pour vous, c'est un monde qui est fait pour tout le monde. Et si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Et si vous n'êtes pas autour de la table, vous êtes dans l'assiette. Ne l'oubliez pas.
Merci beaucoup pour ces mots. Merci beaucoup, Ali, pour ton temps. Il n'y a pas Merci de de quoi. nous avoir fait découvrir un peu ton parcours, Y a pas de quoi. qui est prestigieux. On est honoré en tout cas de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci de nous représenter aussi. Et on te souhaite beaucoup de réussite, un parcours très fructueux et surtout, on espère, grâce à ta représentation et à l'exemple que tu donnes, voir plein de Ali Douara ou autres. Il y en aura beaucoup et je pense qu'ils seront bien meilleurs que moi, que nous. Et chacun, dans son rôle, fera le job. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, Nouvel An 93 TV. C'était Sabrina et Walid. Et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ciao.